Bonjour et bienvenue dans Midi Mag. C'était il y a une semaine, la Polynésie se réveillait avec de mauvaises nouvelles en provenance de la métropole, en direct ou presque. Nous avons suivi sur internet, à la télévision ou à la radio l'assaut des forces de l'ordre contre une imprimerie et contre un supermarché cachère où se retranchaient des terroristes. Ensuite, il y a eu ces images de marée humaine à Paris et partout en France, ces panneaux « Je suis Charlie », les hommages, les témoignages. Et en Polynésie, alors comment ont été perçus et vécus ces événements dramatiques ? Est-ce qu'ils vont changer quelque chose pour nous ? Et qu'est-ce qui peut changer ? Pour en parler, je reçois deux invités dans Midi Mag. James Lowe, bonjour. Bonjour, Alexandre. Vous êtes avocat et vous êtes le président de la Ligue polynésienne des droits humains, qui est membre de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Oui. Et puis Semir Alwardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et vous enseignez à l'Université de Polynésie française. Et puis si vous souhaitez réagir, vous pouvez poser des questions en appelant le 40 86 16 00. Alors, on va revenir d'abord sur les manifestations du week-end dernier, des millions de personnes en métropole, des rassemblements un peu partout dans le monde. En Polynésie, dimanche dernier, il y avait 500 personnes à Papeete, de petits rassemblements également à Rayatea, aux Marquises. Angelo Frebo, le président du CESC, le Conseil économique, social et culturel, était une des rares personnalités publiques à manifester et à utiliser des mots forts. Je suis ici en tant que citoyen français, c'est en solidarité avec la nation, la République, car c'est pour s'exprimer qu'on est contre ce qui s'est passé la semaine dernière, donc les attentats, les terroristes, ce n'est pas une chose qui pourrait être acceptée, que ce soit en France et en Outre-mer. Là, peu importe l'éloignement, tant qu'on est citoyen français, on doit être solidaire. Ce n'est surtout pas la distance qui va nous séparer. Angelo Frebo qui s'exprime en tant que citoyen français le dit, des termes qu'on n'a pas beaucoup entendus cette semaine. Édouard Fritsch et son gouvernement ont été discrets. Alors Semir Alwardi, est-ce que l'unité nationale a atteint l'océan Pacifique ? Alors en fait, quand on regarde de plus près, on remarque qu'en Calédonie, il y a eu à peu près 4000 personnes. Alors pourquoi en Polynésie française, on est à un chiffre relativement bas ? Et puis, en même temps, pour dire les choses clairement, alors je sais que c'est pas très républicain de le dire, mais il y avait 90 à 95% de POPA aussi aux différentes manifestations. Donc, on voit bien qu'il y avait un clivage. Alors, pourquoi ? Bon, en tout cas, dimanche, il me semble que l'heure qui avait été donnée n'était pas la bonne. En Polynésie française, le dimanche matin, les Polynésiens sont au culte. Donc dans leur lieu de culte, donc évidemment ils ne pouvaient pas venir. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas on va dire d'institutionnels qui ont appelé au rassemblement. Oui, parce que c'est ça finalement, c'est que personne n'a pris la décision d'appeler à un rassemblement. Alors justement, donc c'est très bien que quelqu'un ait pris cette initiative, mais c'est quand même une différence, parce que en Nouvelle-Calédonie, c'est la mairie qui avait pris cette initiative et la Ligue des droits de l'homme également. Et donc, à partir du moment où il n'y avait pas cet aspect institutionnel, beaucoup de personnes ne sont pas venues, se demandaient finalement qui était derrière, etc. Parce que on se demande toujours dans ce genre de manifestation s'il n'y a pas un risque d'être manipulé ou pas. Donc, c'est la récupération politique qui a fait peur, et c'est pour ça que les partis aussi n'ont pas choisi de descendre dans la rue. Voilà, à mon avis, on cumule tout ça et ça donne une mobilisation assez faible. James Lowe, oui, on le disait, la Ligue des droits de l'homme a appelé à manifester à Nouméa, par exemple. Ici, est-ce que la Ligue polynésienne des droits humains s'est manifestée ? Elle ne s'est pas manifestée justement pour demander à ce que les personnes manifestent publiquement. Elle a effectivement constaté qu'il y avait eu un appel. Et effectivement, elle constate également qu'à cet appel, il y a peu de personnes qui ont répondu. Hein. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça nous amène à nous poser des questions sur la manière dont la population locale appréhende les atteintes aux droits de l'homme. Enfin, moi qui suis dans la Ligue depuis longtemps, je peux dire et affirmer effectivement que c'est pas vraiment une grande préoccupation tout ce qui concerne effectivement les atteintes aux droits de l'homme. Et pourquoi ? Vous avez une explication ? Je ne sais pas, c'est peut-être pas seulement l'éloignement, mais ce
ce que je constate en tous les cas, hein, c'est pas dévalorisant. Hein, ce que je dis là, c'est simplement un constat. C'est parce que j'ai l'impression que ici, de manière générale, et d'ailleurs, on a plutôt l'impression que les personnes sont habituées à simplement suivre. Ils ont besoin d'un chef de manière générale. On n'a peut-être pas non plus permis à ce qu'il y ait beaucoup d'esprit critique non plus. Hein. Vous voyez, les débats politiques, à quoi ça représente. Hein. Je le dis très clairement aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il faut peut-être effectivement désormais commencer à mettre les choses au clair. En se disant, mais voilà, proposez-nous aujourd'hui des choses qui peuvent donner lieu à de grands débats. Jusqu'à présent, je veux dire, c'est assez fade. Hein. Sémir Louardi, Angelo Frebo disait « Je suis là en tant que citoyen français ». Finalement, on ne l'a pas beaucoup entendu. Est-ce que la Polynésie française se sent française aujourd'hui ? Alors, à mon avis, c'est pas à ce niveau que ça se joue. Je suis tout à fait d'accord avec James Blow. En fait, c'est un manque de conscience politique, beaucoup plus. Il y a un manque de débat réel. On est sur des luttes de personnes. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir comment ça se déroule actuellement au sein du Tauera, et on a une idée d'à peu près de comment se déroule un jeu politique. Et donc, ça ne participe pas justement à l'émergence d'une véritable conscience politique. Alors, évidemment, on va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui, la liberté d'expression, les libertés individuelles. Par exemple, aujourd'hui, un jeune homme a été condamné à 3 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme après des commentaires qu'il avait publiés sur Facebook. Mais alors, on parle beaucoup de liberté d'expression, on en a beaucoup parlé depuis la semaine dernière. Que signifie cette liberté ? Jusqu'où peut-on aller ? James Lowe, vous qui êtes avocat, est-ce que vous pouvez faire un peu un point là-dessus ? Oui, en fait, c'est vrai que le public peut ne pas comprendre parfois entre d'un côté une population qui s'est levée pour dire « je suis Charlie », et en sachant effectivement que les caricatures peuvent choquer une partie de la population, et en tout cas ceux qui pratiquent la religion musulmane. Et ensuite, de l'autre côté, quelqu'un qui, je sais pas moi, donne son avis et qui est condamné pour apologie du crime. Le problème, simplement, c'est l'application du droit. Tout simplement. Hein. On en a beaucoup parlé. Simplement, ce que Charlie Hebdo faisait, c'est-à-dire, même si on considère ça comme un blasphème, mais si on applique le droit strictement, cette infraction n'existe pas. Et donc, il n'y a pas non plus de diffamation ou d'injure en ce sens que il faudrait que la personne qui agit ait intérêt directement et soit victime directe de l'infraction. Donc, on n'est pas dans ce contexte-là. Alors, et je crois savoir également que les caricatures, souvent, sont à la limite pour ne pas tomber dans l'incitation à la haine, raciale également. Hein, c'est-à-dire, pour bien comprendre, on peut se moquer, mais par contre, on ne peut pas demander aux gens à les tuer, ou on devrait tuer ces gens-là. Et à l'inverse, la loi, effectivement, la même loi, la loi effectivement de 1880, réprime l'apologie de certains crimes. Donc le problème est là, c'est-à-dire que là, pour ces personnes qui sont condamnées, simplement c'est l'application de la loi. Alors après on dit oui, mais c'est pas juste la liberté d'expression, pourquoi on condamne cela ? Est-ce que j'ai le droit de dire je ne suis pas Charlie ? Je crois oui. Mais est-ce que je peux dire « je suis Kouachi » ? Alors voilà, d'où effectivement toute cette incompréhension au niveau d'une partie de la population. Hein. Mais ce sera au cas par cas aussi, il faut l'avouer. C'est-à-dire qu'en fait, sorti du contexte dans lequel les propos sont tenus, les écrits sont publiés, ou les gravures, ou peu importe, parce que la loi elle est très vaste. Hein. Donc il faut analyser au cas par cas, évidemment. Hein. On ne peut pas généraliser et stigmatiser de manière générale des propos sans les avoir analysés. Sémir Louardi, les gens se défoulent beaucoup finalement sur Internet. Oui, mais je veux revenir sur Charlie Hebdo. Tout ce type de revues qui font des caricatures, etc., en général, sont dotés de très bons juristes ou d'avocats pour juste ne pas se retrouver devant des procès. Mais cela dit, ça n'empêche pas que souvent, ça finit devant les tribunaux. Alors, la liberté d'expression, c'est une liberté qui fait partie des droits de l'homme. Je veux dire, ça figure dans la Constitution, c'est une liberté indiscutable. Mais comme le dit James Lowe, en fait, on sait exactement quelles sont les limites. Le droit français est très précis. Alors bien sûr, les limites varient selon les États. On ne peut pas porter à la vie privée de quelqu'un.
Alors, papa, alors, donc vous remarquez, Charlie Hebdo, c'est très vague en fait. On ne peut pas inciter à la haine raciale, la haine ethnique, la haine religieuse, l'apologie de crimes de guerre, le négationnisme, voilà, tout ça, hein, j'abrège. On ne peut pas être diffamatoire. C'est-à-dire que Charlie Hebdo a fait toujours attention de ne pas attaquer une personne particulière. On ne peut pas être injurieux. Alors, comme disait un imam en France, il y a quelques jours, si les musulmans estiment qu'il y a atteinte à l'image du prophète, ils ne sont pas obligés d'acheter Charlie Hebdo. Voilà. Mais ils ne peuvent pas empêcher les autres, évidemment, eh bien, s'ils le désirent, lire Charlie Hebdo et regarder ses caricatures. Je signale que Charlie Hebdo, contrairement à ce qui a été dit, a fait des caricatures sur le prophète, mais le dernier numéro avant l'assassinat, c'était quand même sur la Vierge Marie. Hein. Donc vous voyez, finalement, c'est très vague. Ils n'ont pas ciblé une communauté. Ils peuvent montrer que juridiquement, ils ne ciblent pas une communauté, ils ciblent les croyances. Et si on est croyant et qu'on n'aime pas, rien ne nous oblige de le lire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors c'est comme ça qu'on voit le décalage entre la République, où on a des valeurs de liberté, et qu'on autorise les gens finalement à se moquer s'ils veulent de certaines croyances politiques, religieuses ou autres. Et puis on voit comment certains pays arabes, ou même le Niger hier soir, ont très mal réagi. Mais à cette nouvelle une de Charlie Hebdo, voilà, qui représente une nouvelle fois le prophète Mohammed. Et là, cela signifie simplement que, de toute façon, la pensée, on va dire les valeurs de la République, la pensée républicaine issue de la Révolution française et des Lumières, n'a pas de prise dans ces états-là. Dans ces états-là, il faut se soumettre à une religion, et une religion qui a un aspect presque, on va dire, totalitaire, puisqu'elle considère qu'on doit s'habiller, manger, etc., etc. Mais c'est là où il y a une atteinte à la liberté, et cette atteinte à la liberté n'est pas toujours comprise partout et dans tous les États. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, vient de faire plusieurs propositions aujourd'hui pour renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Elle veut par exemple enlever les injures et les diffamations du droit de la presse pour les introduire dans le code pénal lorsqu'elles sont aggravées par une circonstance liée au racisme, à l'antisémitisme ou à l'homophobie. Est-ce que vous pouvez peut-être éclaircir ça, James Lowe? Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'on va risquer beaucoup plus gros finalement quand on va tenir des propos... C'est un peu ce que je comprends, hein, puisque de toute façon les infractions qu'elle mentionne existent déjà et sont déjà sanctionnées. Hein, donc, oui, voilà. Donc je ne vois pas trop aujourd'hui qu'est-ce que ça peut changer. À part peut-être modifier les pénalités. Mais je pense effectivement qu'il ne faut pas non plus, à mon avis, profiter de cette ambiance chaude aujourd'hui pour ensuite essayer d'avancer trop dans le droit et dans des dispositions qui peuvent après être liberticides également. On va y revenir un peu plus loin. Voilà. Mais ça c'est une maladie propre à nos gouvernements. Dès qu'il y a quelque chose, il faut légiférer. Tout de suite, il faut légiférer. Or, comme dit James Lowe, on a suffisamment de lois là-dessus dans le cas de la République. Voilà, il faut employer peut-être beaucoup plus d'effectifs, remodeler la manière de travailler, voilà, de la police, de la gendarmerie et des différents services, hein, voilà. Peut-être, hein, je crois. Donc, et en même temps, on peut se poser des questions, puisqu'il y a eu en France ce problème dans les classes. Et là, c'est pas une question de verbaliser ou quoi que ce soit, c'est une question de que fait l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on a raté, on n'a plus le service militaire, on n'a plus l'éducation civique, je crois qu'on a raté beaucoup de choses, et donc il faut ramener les valeurs républicaines à l'école, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut y aller. Alors pour revenir un petit peu à la Polynésie, à notre vie de tous les jours, on parle là de liberté d'expression, on parle de caricatures parfois assez salées, comme on le disait dans Charlie Hebdo. Est-ce qu'on pourrait voir ce genre de caricature en Polynésie, dans les journaux, ici? Il y a eu des affaires récentes. Semira Alwardi, vous avez pris la parole récemment pour dénoncer justement le fait que la parole n'est pas si libre que ça dans la presse polynésienne. C'est ce que vous dites encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux questions en fait dans ce que vous venez de dire. La première, c'est est-ce que ce type de caricature peut passer en Polynésie française? Le blasphème. Alors, effectivement, on peut se demander. Wolanski est allé à l'île de la Réunion et avait expliqué qu'on ne pouvait pas créer Charlie Hebdo à la Réunion. Voilà. Donc, en Polynésie française, je pense qu'il y aurait beaucoup de difficultés à
ne serait-ce que vivre de caricatures parce que la population n'adhérerait pas à ce genre de choses. Par exemple, dans Tahiti Pacifique, il y a des dessins, il y a des caricatures, mais j'ai l'impression qu'elle vise quand même, elle s'intéresse assez peu aux problèmes religieux. Voilà, elle s'intéresse à la vie politique essentiellement, et donc là-dessus encore, ça pose pas trop de problèmes. Mais il y a un cap peut-être qu'on passerait beaucoup plus difficilement. Je vous donne un exemple parallèle, juste pour expliquer. L'IVG devait être rendu applicable en Polynésie française à la fin des années 70. Il a fallu attendre 30 ans parce qu'aucun homme politique n'a eu le courage d'affronter les églises et d'instaurer l'IVG. Il a fallu trouver une astuce juridique, je dis bien une astuce, et l'État a dit « Ah, bon, on s'est trompé, ça ne relève pas du territoire, mais ça relève de l'État, et vous devez mettre en place des textes d'application. » Voilà, et on est obligé de faire ça. Donc si vous imaginez que c'est pas pour l'IVG pour l'IVG, c'était simplement au nom du principe d'égalité, c'est-à-dire que les jeunes femmes qui ont les moyens peuvent pratiquer l'IVG dans les cliniques, ceux qui n'ont pas les moyens se retrouvent dans des difficultés. Donc au nom du principe d'égalité cher à la République, on avait dit qu'il fallait appliquer l'IVG. Et bien on n'a pas pu. 30 ans de blocage. Donc ça vous donne une idée de ce que peut donner des caricatures en Polynésie. Et pour revenir donc à la liberté d'expression, elle existe aujourd'hui en Polynésie, dans la presse ? Alors, j'avais expliqué sur Radio One, mais surtout dans la dépêche de lundi, qu'il y a une collusion entre le politique et l'économie en Polynésie française, et qui peut être très gênante sur plusieurs plans. Notamment, alors, d'avoir des autorisations. La loi sur la concurrence a mis énormément de temps à être mise en place. Ça vous donne une idée de cette collusion entre le politique et l'économie. Et cette collusion peut aussi atteindre la liberté d'expression lorsque un groupe prend en charge les magazines et les journaux locaux. Et la disparition des nouvelles nous laisse sans voix. C'est-à-dire, alors d'abord, on a perdu le seul journal d'investigation qu'il y avait en Polynésie française. Alors on peut se poser la question, comment le seul journal d'investigation disparaît quand même du champ médiatique. Ensuite, aujourd'hui, on n'est pas informé. On n'est pas assez informé. Je défie quiconque de me dire exactement, depuis 6 mois, quels sont les hommes politiques qui ont été mis en examen, quels sont les entreprises et les entrepreneurs qui ont été mis en examen, et comment, il n'y a pas que etc. les nouvelles, il y a d'autres Oui, mais on n'a pas assez d'informations. Là, on était médias. Dans un journal d'investigation qui faisait un travail exceptionnel. Et je reviens sur les termes du Conseil d'État, du jugement du Conseil d'État du 15 mai 2014, et qui dit précisément que le pouvoir avait l'intention de mettre en place une taxe aux journaux avec l'intention précise, pour des raisons politiques, de toucher aux nouvelles. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Donc, si le Conseil d'État fait cette déclaration, vous pouvez imaginer que effectivement, il peut y avoir des atteintes à la taxe sur les publicités. De quelle taxe parlez-vous ? Il y avait une décision d'augmenter les taxes sur la presse, et le Conseil d'État a annulé en disant clairement qu'il y avait une atteinte ici, puisque manifestement, politiquement, les nouvelles dérangeaient. Alors c'est trop tard, hein. À ce moment-là, les nouvelles déjà n'existaient plus. Et voilà. Donc, le journal effectivement, a disparu dans un silence quand même aussi. Oui, oui, parce que c'est ça le problème. Et comme tout à l'heure, on a dit, la conscience politique n'est pas assez importante pour qu'un journal pareil d'investigation intéresse un public suffisant. Alors bien sûr, on peut nous sortir que économiquement, un journal a besoin de publicité pour vivre, etc., etc. Donc, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Eh bien, déjà en le disant, on limite la liberté d'expression. Comment ça ? Eh bien, déjà, si on dit on ne peut pas écrire sur telle ou telle entreprise ou telle mise en examen de tel entrepreneur parce qu'il paie des publicités dans le journal, déjà là, de fait, on limite la liberté d'expression. James Lowe, une remarque sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse ? Alors, la liberté d'expression et la liberté de la presse, effectivement, je crois qu'il faut un tout petit peu distinguer aussi. Hein. La liberté d'expression, elle est toute à chacun. Voilà. La liberté de la presse, c'est effectivement cette liberté de pouvoir communiquer à travers les journaux, les écrits, les radios, à travers les ondes, les informations, pour que le public en soit informé. Je distinguerai 2 époques.
parce qu'on l'a vécu comme cela. L'époque d'avant le Taoui, où c'était littéralement, si ce n'est presque de la censure, après l'autocensure également. Les journalistes n'osaient pas, parfois, parce que le pouvoir était très fort à ce moment-là. Après, on a d'ailleurs, tout le monde l'a dit, la parole s'est libérée. En même temps, le travail journalistique a un peu modifié depuis 2004. Et là, on arrive à nouveau à une situation où il y a une sorte de frilosité encore. Donc il faut distinguer, et encore, puisque nous côtoyons les journalistes quasiment au quotidien, au palais de justice, entre ceux qui veulent vraiment que l'on respecte leur travail et la liberté, mais malheureusement, ils sont dans des structures et dans des entreprises qui, elles, justement, ne peuvent pas laisser faire. Donc voilà la situation, à mon avis, aujourd'hui. Et c'est vrai que dans le paysage local, il y a plus grand-chose comme information. Donc c'est un constat. Et malheureusement, c'est vrai que la Polynésie a beaucoup souffert, effectivement, de cette situation. 12h35 sur Polynésie Première. Je rappelle que vous pouvez appeler, poser vos questions ou tout simplement réagir au 40 86 16 00. Et je voulais maintenant qu'on parle d'un autre problème qui est l'islamophobie. Il y a eu 50 actes islamophobes en métropole au début de la semaine. Ici en Polynésie, on a vu récemment des problèmes autour de l'ouverture d'une salle de prière à Papeete, des frères qui déposaient une tête de cochon et du sang devant les locaux donc, de ce centre islamique, des manifestations aussi il y a quelques mois qui réunissaient plusieurs centaines de personnes. Et au lendemain des attentats, le sénateur Vincent Dubois a accordé un entretien à nos confrères d'Outre-mer Première à Paris avec cette question: y a-t-il une place pour les musulmans au Fénois ? On est à la limite d'une guerre véritable entre presque une guerre de religion. Est-ce qu'on sera capable de prendre les mesures qui s'imposent ? C'est vrai que ça crée du coup des tensions aussi et des peurs chez certaines parties de la population. C'est vrai que c'est pas facile. Bon. Et encore, je vous dis, en Polynésie, le sentiment qu'on est très largement épargné. Mais il y a une place pour une communauté musulmane en Polynésie ? Je pense qu'il y a une place, mais aujourd'hui, peut-être que c'est un peu tôt. Les Polynésiens, en tout cas, ont manifesté, c'est vrai, vous l'avez dit, leurs craintes. Après, je pense qu'avec le temps, peut-être ça se fera. James Lowe, vous qui êtes donc le président de la Ligue polynésienne des droits humains, on vous a entendu notamment lorsqu'il y a eu les manifestations contre l'ouverture de ce centre islamique. On sent Vincent Dubois assez gêné sur la question. Il est politique. Donc je crois effectivement que... D'ailleurs, moi je partage pas du tout ce qu'il a dit. Et c'est vrai que j'ai un peu sursauté quand il a dit c'est un peu tôt. Pourquoi ce serait tôt d'exprimer sa liberté de croyance religieuse, de pratique religieuse ? Enfin, moi, ça me choque, cette manière de présenter les choses. C'est pas tôt, non. Il y a une communauté musulmane ici, il y a des gens qui ont le droit, effectivement, de croire et d'exercer leur culte. Il n'y a absolument aucune difficulté. Je ne vois donc pas où est le problème. Ce n'est pas quelques illuminés qui peuvent arrêter effectivement cette liberté de la part d'une partie de la communauté polynésienne, puisque effectivement ce sont des gens qui sont ici depuis longtemps, et il y a une synagogue aussi à côté, personne n'a jamais rien dit non plus. Je vois donc pas où est le problème. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui des gens ont peur peut-être, qu'il y a des amalgames qui sont faits avec on parle de ces attentats depuis le début de cette émission. Les gens font leur rapprochement. Voilà, alors, vous savez, le 7 janvier, quand on regarde bien, il y a les journalistes de Charlie Hebdo, il y a des policiers, il y a tout simplement après des personnes qui ont le malheur d'être juifs. Donc finalement, on se dit... finalement, ce sont simplement des gens qui veulent tuer, semer la terreur. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, des personnes se réclament de ces actions-là pour dire « protégeons-nous ». Mais on ne se protège pas contre une religion, ça n'a rien à voir. Surtout qu'un des policiers était musulman. Voilà. Et donc, un des membres qui était dans Charlie Hebdo était aussi musulman. Donc, en réalité, il y avait des musulmans là. C'est pour ça que quand Vincent Dubois parle de guerre de religion, on n'en est pas tout à fait là. On n'en est pas là. Je crois que le problème, et ça les philosophes le disent depuis l'Antiquité, c'est que la violence est toujours apportée par l'ignorance. En fait, c'est l'ignorance qui fait que, on va avoir une vision manichéenne des choses, et pour pas dire simpliste.
Et donc, on va estimer que l'islam est un problème. Alors, déjà, la question même de ce que vient de dire le sénateur pose problème. Il n'y a pas d'unicité dans l'islam. Donc, je ne vois pas comment on peut dire, alors l'islam est prêt ou pas prêt. Quel islam, d'ailleurs? De quoi parle-t-on? Je vous donne un exemple. Les chiites, qui sont minoritaires chez les musulmans, ont un clergé, ce qui interdit évidemment ce qu'on appelle les clercs indépendants, hein, comme Ben Laden. Ça ne peut pas exister chez les chiites. Et parce qu'ils ont un clergé qui dit la religion. Et en même temps, ils estiment qu'on peut critiquer que ce soit le Coran, on peut chanter, on peut, etc., etc. Alors, on peut représenter le chez les chiites, il y a plusieurs branches. Je prends les derviches tourneurs. Les derviches tourneurs passent leur temps à chanter et à danser Dieu. Les halides, en Turquie, boivent du vin, mangent du porc et pratiquent leur religion chiite. Ce n'est pas un problème pour eux, etc. Je peux continuer indéfiniment comme ça. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a quelques illuminés, et eux-mêmes complètement ignorants d'ailleurs de la réalité de l'islam, mais qui se réclament de l'islam. Rappelez-vous, l'académicien Amin Malouf avait dit qu'on n'a jamais tué autant d'hommes depuis l'Antiquité au nom de Dieu. C'est au nom de Dieu qu'on tue la plupart du temps les hommes. Alors bien sûr, on a eu tout et n'importe quoi depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est donc cette unicité d'islam qui n'existe pas et qui interdit cette simplification de dire, ben voilà, il y a un choc de civilisation, etc., etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je rappelle que les premières victimes des réseaux islamistes, ce sont les musulmans. Et 300 000 morts en Algérie, quand même. Et il ne faut pas l'oublier. Et puis, les milliers de morts qu'il y a par Daesh et Al-Qaïda. Avant de poursuivre sur cette question, Samir Al-Wardi, on va prendre un appel d'auditeur, un auditeur qui nous appelle de Wahine. Bonjour. Oui, Rama. Posez votre question ou votre réaction. Alors, on réagit un peu partout chez nous pour les au niveau de ce sujet. Alors, moi, ce que je voulais savoir, pourquoi est-ce que chez nous, il n'y aura pas une antenne quoi, qui pourrait expliquer ce que c'est vraiment l'islamiste, quoi, au lieu de dire que, au lieu de parler d'une religion. Et je crois qu'il faut que vous coupiez votre radio derrière vous. Et donc, vous voulez dire, en fait, vous aimeriez qu'on explique clairement ce que c'est que l'islam, quoi. Un peu plus de ce qui est islamiste, quoi, tout ce qui est djihadiste que de la religion, parce que tout se centre, on dirait, sur la religion pour les en tout cas, ne voient que la religion, alors qu'il y a autre chose qui se passe derrière ça, quoi. Donc, il faudrait peut-être éclaircir ce qu'il nous faut pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe chez nous. Bien sûr, nous, on n'est pas vraiment dans le Charlie, mais c'est juste par une compassion par la douleur de ce qui s'est passé, des gens victimes. Mais voilà, quoi, nous, on comprend que des tueurs, pas des musulmans. Très bien. Merci beaucoup pour cette réaction. Il y a un défaut finalement d'explication peut-être ici de l'islam. Il y a des personnalités, des responsables religieux qui se sont exprimés, Monseigneur Copenrath récemment. On explique mal ce que c'est que l'islam ? Oui, je répète, il y a beaucoup d'ignorance, mais en même temps, je comprends très bien, parce que l'islam, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais est-ce qu'aussi avec l'éloignement... Je vais vous donner un exemple inverse. Vous prenez un Saoudien qui débarque en Polynésie. Qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve les protestants, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les mormons. Comment vous allez lui expliquer que, attendez, mais ils sont tous chrétiens. Il y en a 40 différents, mais ils sont tous chrétiens. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est la même chose dans l'islam. Ils sont tout aussi nombreux. Il y a différentes écoles. Même à l'intérieur de chaque secteur, il y a différentes écoles qui ne pensent pas du tout de la même façon. Voilà. D'où la complexité. Ce qui avait posé aussi beaucoup de questions, c'était la personnalité de l'imam qui était venu il y a quelques mois pour aider à l'ouverture du centre islamique. Là aussi, c'est ce qui a aussi très mal passé. Exactement. Alors, bien sûr, il ne faut pas être innocent. Il y a une actualité internationale qui n'est pas favorable, évidemment. Et quand on regarde ce qui se passe, eh bien, on retient évidemment que l'aspect violent. Et donc, quand on voit arriver un jeune de 23 ans qui vient de la banlieue de Paris, qui a été formé dans l'islam la plus rigoriste, puisqu'il a été formé en Arabie Saoudite, évidemment, ce n'est pas tentant. Et je crois que la première erreur
des musulmans, c'est d'avoir fait un choix pareil, c'est certain. En Calédonie, ils ont un imam qui a déjà un certain âge, il faut avoir une sagesse pour être dans la religion, connaître toutes les différentes écoles, les écoles de pensée de l'islam. Je peux vous dire qu'à 23 ans, on ne peut pas connaître tout ça. C'est extrêmement complexe, comprendre les soufis, comprendre toutes les branches, etc. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas passé. Ça paraissait justement un peu un système manichéen, ce qui est acceptable et pas acceptable. Vous savez, les gens qui connaissent pas bien la religion, eh bien ce qu'ils en font, c'est vraiment diviser entre le bien et le mal, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est manichéen, ce qui est autorisé et qui n'est pas autorisé. Si on réduit la religion à ça, eh ben, c'est qu'on n'a rien compris de la religion, justement. Alors, je peux le dire encore plus facilement que je suis agnostique, hein, je préfère préciser. Alors, depuis les attentats, il y a beaucoup de discours politiques qui ont été prononcés. On parle notamment d'un fichier européen qui viendrait un peu ficher tous les passagers des avions, à l'image de ce qui se fait déjà aux États-Unis. On dit que ce projet, James Law, a été bloqué à plusieurs reprises par les défenseurs des libertés individuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En quoi est-ce que ça pourrait poser problème pour les libertés individuelles ? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est vrai que dès lors qu'on parle de fichage, je crois que la France a une histoire douloureuse à surmonter. Donc il faut passer le cap, hein. Même si nous vivons effectivement dans une période où on peut parler effectivement de guerre quelque part. Je ne parle pas de guerre religieuse, hein, cette fois-ci, de guerre tout simplement, puisque ces personnes-là qui viennent sur le sol de la République commettent des attentats, ils sont effectivement ce sont des personnes qui sont envoyées pour faire la guerre. Mais cela dit, tout ce qui concerne les instruments pour ficher des personnes, c'est à un moment donné, effectivement, de savoir jusqu'à quelle limite ceux-ci vont être utilisés, parce qu'il y a une intrusion effectivement dans la vie privée des personnes. Et quelles sont les limites alors à ne pas franchir ? C'est très complexe, les limites à ne pas franchir, mais vous savez, quand on veut dire, enfin, quand on dit je veux utiliser des données sur quelqu'un, et parce que ces données seront utilisées que pour tel ou tel objectif. Oui, mais donc il faut à ce moment-là des garanties, il faut des structures de contrôle, il faut vérifier effectivement que c'est bien cet usage-là. Donc voilà. Par exemple, on est assez nombreux à voyager vers les États-Unis quand on vit ici. Est-ce qu'on sait ce que deviennent nos données quand on rentre par les États-Unis, tous les fichiers, tout ce qu'on doit remplir ? Est-ce que nous savons ce que deviennent nos données qui passent par simplement Internet ? Aujourd'hui, personne ne le sait. Rien n'est gratuit. Donc je pense qu'à un moment donné, nous saurons effectivement que d'autres utiliseront les données et on sera de toute façon certainement fiché parce qu'aujourd'hui, effectivement, toutes ces données sont analysées quelque part. On va prendre un nouvel appel d'auditeur, un auditeur de Papeete, je crois. Bonjour, posez votre question. Oui, bonjour. Voilà, d'abord une réaction personnelle. Concernant c'est dommage qu'il n'y a pas de la religion musulmane qui est là aujourd'hui. Bon, bref, j'y passe. Mais quand je regarde au niveau international, il a suffi qu'il y ait cette affaire de Charlie pour que les musulmans réagissent. Tant mieux, je dis tant mieux. Mais il y a quand même eu du temps perdu depuis des années. Voilà ma première réaction. Maintenant, ma question. Quelle est la différence entre les sunnites et les chiites ? Et qui sont les plus dangereux ? Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est vrai je me tourne vers vous, Semir Alwardi. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'autorités de l'islam qui ont réagi après ces attentats, particulièrement en France, mais dans le monde entier. Et la deuxième question après aussi, différence entre les sunnites et les chiites. Alors, pour la première question, oui, ils ont réagi parce que c'est quelque chose qui atteint nos valeurs, la vision de nos libertés, c'est notre vision du monde. Et donc le choc dans le monde occidental a été vraiment très important. Donc il fallait réagir et expliquer clairement que les musulmans ne pouvaient pas être derrière ces tueurs. Mais alors je vais juste un petit peu plus loin. Si jamais on pense comme ça, il faut regarder aussi de l'autre côté. Moi, ma question, c'est que on savait pendant très longtemps que l'Arabie Saoudite
finançait des islamistes, pourquoi on a continué à commercer avec eux et ne pas les toucher, etc. Mais je vais plus loin que ça. On sait que Daesh, par exemple, a été financé à un moment donné par le Qatar. Pourquoi on ne dit rien au Qatar? Pourquoi on laisse le Qatar prendre des tas d'entreprises en France et même organiser la Coupe du Monde de football? Donc comment se fait-il qu'on soit capable de fermer les yeux sur ceux qui financent tous ces gens-là, parce que ces gens-là sans financement ne pourraient pas exister, et on reste dans une hypocrisie comme ça assez... Est-ce que la France finalement ne vit pas ce que les États-Unis ont vécu en 2001 quand ils se sont rendus compte que la plupart des terroristes qui avaient frappé le World Trade Center étaient saoudiens et que les États-Unis entretenaient des relations économiques avec l'Arabie Saoudite depuis très longtemps? Oui, et puis il y a même un traité entre le roi Aziz Ibn Saoud et Roosevelt qui dit que l'Amérique protège les Saoudiens, et les Saoudiens, eux, sont liés aux Wahhabites, et les Wahhabites, c'est la branche la plus radicale de l'islam, et c'est une branche qui est absolument rigoriste. Et alors, donc tout ça c'est pour dire, on peut aller encore plus loin. Daesh, donc l'État islamique, prend Mossoul, ils prennent le pétrole. À qui ils vendent ce pétrole? Quelles sont les entreprises pétrolières qui achètent? Pourquoi on ne sanctionne pas, etc., etc. On peut aller très loin dans les questionnements, et c'est pour ça que je dis on peut le voir dans les deux sens. Pourquoi les musulmans ont mis autant de temps à réagir? Alors bien sûr, il peut y avoir des tas d'explications. Oui, pourquoi les autorités religieuses? Et de l'autre côté, pourquoi on ne regarde pas quand même d'où viennent les financements, comment cela se déroule, etc., etc. Et depuis, on sait que l'islamisme existe à peu près depuis la fin des années 70, et on sait très bien comment tout s'est fait. Vous savez, les chercheurs de l'IREMAM, par exemple, en France, ont beaucoup travaillé dessus. L'université de Princeton aux États-Unis ont beaucoup travaillé dessus. On sait très bien comment les financements se sont réalisés, comment petit à petit ils se sont armés, etc., etc. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est comment on a laissé, enfin finalement pas laissé, mais je veux dire, on savait que ça allait se passer, on savait très bien qu'ils avaient des formations, etc. Et on a réagi un peu tard. La deuxième question, rapidement, donc sunnite, chiite, quelle est la différence? Alors, la différence, c'est simplement une question... alors, il y a beaucoup de différences, mais d'abord, ça commence par l'histoire. C'est-à-dire que quand le prophète de l'islam meurt, il ne donne aucune instruction sur sa succession. Alors, les 4 premiers, finalement, ce sont ses plus proches compagnons. Et puis arrive le calife suivant, et c'est son neveu et gendre qui se propose. Mais un calife qui est omeyyade, qui est à Damas, refuse ce choix-là et va poursuivre Ali et ses partisans, et c'est ce qu'on appelait les chiites. Ali et ses partisans, ce sont les chiites. Et alors, pour vous dire que les choses sont faites dans la douleur, c'est que ce calife omeyyade a assassiné tous les petits-enfants du prophète de l'islam, et c'est pourtant la branche la plus importante. Et les chiites, eux, sont restés très attachés, justement, à Ali, le gendre. Et, en fait, c'est un problème de succession, quoi, tout simplement. C'est un problème de succession. Comme d'habitude, on est très souvent loin du religieux, il faut le dire clairement. Et puis, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, il y a un intérêt à prendre la tête du califat. Alors les chiites, du coup, se sont organisés, ils sont minoritaires, se sont organisés, ils ont créé un clergé pour qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation de l'islam. Et donc, à partir de ce moment-là, les chiites sont beaucoup plus, on va dire, encadrés. Donc c'est ce qui se passe en Iran, par exemple. Il y a plusieurs écoles, comme j'ai dit tout à l'heure, les derviches tourneurs, il y a les ismaéliens, c'est l'Aga Khan, etc., etc. Bon, là, après, on a plusieurs branches. Les plus importants sont ce qu'on appelle les duodécimains. C'est ceux qui existent en Iran. Et puis, alors, il y a les sunnites. Et les sunnites qui sont majoritaires, eux, n'ont pas de clergé. Alors c'est un grave problème, parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas de clergé, si quelqu'un, ce qu'on appelle un clerc indépendant, se lève et dit « je détiens la vérité », eh bien il n'y a pas un clergé pour lui dire « non, ce n'est pas ça, ce n'est pas… » Donc c'est ce qu'on voit chez certains protestants. Exactement, mais ça veut dire… Alors, dans le cas des sunnites, c'est comme ça que les Ben Laden, les Baghdadi, etc., tous ces gens, les dirigeants de Daesh, etc., peuvent s'exprimer en disant « c'est ma version de l'islam qui est la bonne », et qu'on a du mal à contredire. Alors, pour terminer cette émission, sans doute Midi Mag, on va prendre un dernier appel d'auditeur. Bonjour, vous nous appelez de Pirée, je crois.
Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. J'ai juste une très courte question. Là, on remet souvent en cause le phénomène de l'amalgame. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui généralisent en attribuant même les exactions à l'islam en général. Alors ceux qui contestent cela, qui disent que non, l'islam en général c'est plutôt des modérés, est-ce que c'est pas une forme d'amalgame aussi dans ce cas-là, de considérer que l'islam en général est plutôt modéré? Moi je pense que c'est exactement une forme d'amalgame aussi. Vous voulez dire par là que... qu'est-ce que vous voulez dire en clair? Que l'islam n'est pas vraiment une religion modérée, si je comprends bien? Oui, parce qu'en fait, on divise ce phénomène de l'islam, de l'islamisme, et on nous dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est clair, hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que tout l'islam est capable de commettre des erreurs. Voilà l'accusation qu'on envoie vers quelqu'un qui fait l'amalgame. Alors, ma question, si on part du principe que l'islam est modéré, ils ne font pas de mal, en général, est-ce que ce n'est pas une forme de stigmatisation aussi, ou d'amalgame, en disant que l'islam est toujours modéré, est parfait? C'est pas une forme d'amalgame, ça aussi? Je pense que Samir Alwardi a répondu un petit peu, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment d'unicité. Il n'y a pas d'unicité. La division est telle qu'on ne peut pas dire c'est modéré, c'est pas modéré. Ça dépend de quel groupe on parle, de quel secteur on parle, etc. C'est ça. Alors la différence radicale qu'il faut en revanche garder en tête, c'est que d'un côté nous avons l'islam et d'un autre côté nous avons l'islamisme. Et l'islamisme, il s'agit ici de groupes, ce que l'on appelle des groupes, des sectes politiques, carrément, c'est le terme qu'on leur donne, parce qu'ils vivent dans un monde coupé des réalités, ils se nourrissent entre eux, et ils sont absolument pas dans une vision du monde qui représente la réalité quotidienne. Ils sont capables de fanatisme, ils ne représentent qu'eux-mêmes, etc. Voilà, mais c'est une minorité, c'est ce qu'on appelle l'islamisme. Donc c'est simplement, on dit, il faut faire attention entre, d'une part, tous les islams qui existent, et de l'autre côté, l'islamisme qui est extrêmement radical, extrêmement fanatique et extrêmement dangereuse. Voilà. James Lowe, peut-être pour terminer cette émission Midi Mag, on a beaucoup encore de sujets à évoquer, mais en un mot, sur les libertés individuelles, est-ce que vous avez peur de lois qui pourraient éventuellement passer en ce moment ou dans les mois à venir en France? À quoi il faudra être vigilant? En tout cas, il faut effectivement être vigilant sur la portée exacte des dispositions que veut prendre le gouvernement. Donc je pense qu'il y a suffisamment de structures en métropole et notamment les différentes associations de protection des droits de l'homme qui vont surveiller de près l'évolution législative là-dessus. Mais pour revenir à la Polynésie, nous avons effectivement une chance ici, je crois, une chance parce que nous avons la possibilité de travailler vraiment en prévoyance ici. Par rapport effectivement à ce qui se passe en Europe et dans le monde un peu. Et donc, moi, si j'ai un message, effectivement, c'est de faire en sorte que ici, on anticipe, c'est-à-dire qu'on parle avant que les choses n'arrivent. Alors, je ne veux pas aujourd'hui remuer le couteau dans la plaie, mais j'ai en souvenir, quand on parle d'Illuminés, de ce qui s'est passé sur un atoll de la Polynésie. Oui, non, mais c'est pas, je ne veux pas porter accusation, mais simplement, ça a remué les consciences également, et ça, c'est dans une de nos religions, ici, je ne sais pas si majoritaire ou pas, je ne vais pas non plus froisser l'autre religion, mais disons qu'on a vu comment des personnes totalement fanatisées, illuminées, qui s'est revendiquées d'une religion, a pu ainsi modifier les consciences et arriver à des crimes également. Donc, vous voyez, c'est fragile. Merci beaucoup, James Lowe. Vous êtes donc avocat, président de la Ligue polynésienne des droits humains. Merci à Samir Alwardi, politologue à l'Université de Polynésie française. Midi Mag, c'est donc terminé. Rediffusion dimanche, juste après le journal de la mi-journée. Et puis vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet polynésiepremière.fr. Bon après-midi et bon week-end, à bientôt.